Merci beaucoup. Suite à une demande que les étudiants en microbiologie nous avaient fait, on a présenté cette conférence-là, puis comme il y avait eu beaucoup de monde, on a décidé de l'offrir à tout le monde, vraiment pour faire le point. Et l'objectif de la conférence, c'est un peu de faire le point sur l'épidémie, mais également de regarder ça d'un point de vue historique, de remettre ça dans un contexte et puis essayer de voir un peu où on s'en va. Donc, je vais vous présenter certaines notions de base, mais je vais les expliquer clairement pour que tout le monde puisse suivre. Et puis, après ça, on devrait avoir le temps pour une période de questions. Donc, la conférence devrait durer une trentaine de minutes et si vous avez des questions par la suite, on pourra procéder. Alors, sur la photo ici, c'est certainement une photo que vous avez déjà vue. C'est le virus Ebola. C'est une photo de microscopie électronique. Donc, vraiment, c'est l'allure du virus, c'est de ça qu'il y a de l'air. Et vous allez voir, malgré sa petite taille, comme tous les virus, c'est un virus qui est capable de causer beaucoup de problèmes. Quand on jette un coup d'œil d'un point de vue historique, en fait, il faut remonter en 1967. Les premiers cas de fièvre hémorragique ont eu lieu dans une ville en Allemagne qui s'appelle Marbourg, et on a utilisé ce nom-là pour baptiser le virus, finalement. Et c'était dans une communauté de scientifiques qui travaillaient avec des singes, donc ils avaient fait venir des singes de l'extérieur. Et lorsqu'ils ont commencé à travailler avec les singes, il y a eu transmission d'une infection et c'est un nouveau virus qu'on ne connaissait pas, qui causait des problèmes, des fièvres hémorragiques. Donc, quand on parle de fièvre hémorragique, c'est des fièvres qui s'accompagnent de saignements assez importants et souvent, ça va causer la mortalité de l'individu. Pour sa part, Ebola a fait son apparition en 1976 en République démocratique du Congo, près de la rivière Ebola. Et à ce moment-là, ça a quand même été assez important parce qu'on a eu quelque chose comme 400 cas répertoriés avec peut-être 300 morts ou aux alentours de 300 morts. Donc, c'est la première fois qu'on voyait vraiment un virus qui causait avec un pourcentage de mortalité aussi élevé. Et par la suite, il y a eu différentes épidémies. On parle de 25 à une trentaine d'épidémies au cours des ans. Donc, Ebola est réapparu de façon sporadique depuis lors et le nombre de cas rapportés, taux de mortalité, ça varie entre 1 et 280 décès selon la situation. Alors, sur la carte ici, c'est un peu les différents cas qui sont apparus. Donc, beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale également. Un cas ici mineur en Afrique du Sud, donc surtout dans ces régions-là. Et évidemment, vous allez le voir, c'est un virus qui est relié. Il y a plein d'aspects écologiques reliés au virus. Donc, c'est un virus qui se retrouve chez certaines espèces animales et à un certain moment donné, le passage se fait soit chez les animaux, soit chez l'humain et c'est ce qui cause le problème. Là, on va parler un peu de virologie, on va parler un peu de virus. Donc, le virus Ebola fait partie d'une famille que l'on appelle les filoviridés. Pourquoi on les appelle filoviridés? Bien, vous avez vu la forme du virus, vraiment sous la forme d'un fil. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on l'a appelé filoviridés. Et il y a 5 souches différentes, on les voit ici. Je ne nommerai surtout pas celle-là ici, qui est un peu plus difficile à prononcer. Mais il y a 5 souches différentes. Donc, quand on analyse le virus en détail, on voit que ces virus-là sont reliés entre eux, mais ils sont quand même assez différents pour qu'on les classe en des souches différentes. Les souches Zaïre et Soudan sont les principales souches qui sont responsables des épidémies qu'on connaît aujourd'hui. Réservoir. Alors, on parle un peu d'écologie du virus parce qu'on sait que ce virus se retrouve dans la nature et un réservoir, habituellement, chez les virus, on a souvent une espèce animale qui est un réservoir. Chez le réservoir, les animaux ne sont pas malades. Le virus peut se multiplier chez ces animaux et à ce moment-là, ça ne cause pas de maladie, mais ça permet la réplication, ça permet la multiplication du virus. Alors, on a évidemment essayé d'identifier ce réservoir. On ne l'a pas clairement identifié, mais on suspecte beaucoup les chauves-souris. Et on sait que le virus est présent, mais on ne sait pas si c'est le réservoir ultime. Il y a des autres secondaires, évidemment, qui sont aussi connus. On parle des gorilles, chimpanzés, antilopes. Et finalement, chez ces virus-là, il y a une transmission interhumaine qui est un peu caractéristique de ces virus-là aussi. Donc, on le voit ici au niveau écologique. Donc, on suspecte, comme je le disais, les chauves-souris. Les chauves-souris sont en contact avec les antilopes, sont en contact avec les grands singes. Il y a transmission de la maladie. L'homme va également consommer des chauves-souris, va chasser les antilopes, va être en contact avec les singes. Et c'est de même que la transmission s'effectue. Et par la suite, la transmission interhumaine existe aussi. Ce
qu'il faut comprendre, c'est que pour un virus, de tuer son hôte, ce n'est pas nécessairement avantageux. Ça, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Les virus sont des parasites obligatoires. Contrairement à d'autres micro-organismes où on rajoute une source de carbone, par exemple, on prend des bactéries, on prend des levures, vous utilisez des levures quand vous faites la cuisine, vous rajoutez un peu de sucre, les levures vont se multiplier et ils sont capables de le faire de façon indépendante. Un virus ne peut pas se multiplier de façon indépendante. Si je mets un virus sur le coin de la table, il ne va pas se diviser, ça va arrêter là. Il faut absolument qu'il rentre dans une cellule animale, dans ce cas-là, pour se multiplier. Okay? Donc, évidemment, si le virus est un parasite obligatoire, s'il tue son hôte, c'est un peu un cul-de-sac, parce que s'il va éliminer tous les autres, il ne pourra plus se multiplier, et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Okay? Donc ça, c'est à retenir, on va y revenir dans un instant. Quand on regarde la particule virale, donc vous vous rappelez la photo que j'ai montrée en premier, c'est ce qu'on voit ici. C'est un virus assez simple. Il y a seulement 7 protéines, donc des molécules ici qu'on retrouve à la surface, qu'on retrouve à l'intérieur du virus. Et à l'intérieur, peut-être ce qui est le plus important pour le virus, c'est une molécule d'ARN. Alors, si vous vous rappelez vos notions de biologie que vous avez vues au secondaire, l'information génétique, on est capable de la storer sous forme d'acide nucléique. Et dans une cellule animale, habituellement, c'est de l'ADN. Chez le virus, ici, c'est sous forme d'ARN. C'est un détail, mais qui va prendre son importance un petit peu plus tard. Cet ARN est relativement court. On parle de 19 000 nucléotides. Et en comparaison, une cellule humaine, l'ADN dans une cellule humaine, c'est 3 fois 10 à la 9, donc 3 avec 9 zéros par la suite. Donc, si on compare un peu en termes informatiques, on parlerait ici d'une information contenue dans 19 K, et alors que la cellule humaine, c'est 3 gigs. Okay? Donc, 19K, c'est quelques lignes de texte dans un fichier Word. 3 gigs, bien, vous savez à quoi ça équivaut à peu près. Donc, c'est vraiment, l'information est quand même très, très minimale à l'intérieur de ce virus-là, comparativement à une cellule animale. Cependant, malgré tout, le virus est capable de rentrer dans une cellule, prendre le contrôle de la cellule, tuer la cellule, faire beaucoup de dégâts et ressortir. Donc, avec une information aussi limitée, c'est possible de le faire. On la protège, cette molécule d'ARN est quand même relativement fragile. Elle est protégée parce qu'elle est recouverte d'une protéine ici qui s'appelle une nucléoprotéine. Et il y a également quelques autres protéines qui sont importantes. Il y a les protéines ici qui s'appellent VP40 et VP24. Ce sont de petites protéines qui vont donner la forme au virus, qui vont être utilisées pour l'assemblage de la particule virale. Okay? Ça aussi, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et il y a également une polymérase ici, qui est une enzyme qui permet de copier l'acide nucléique, qui permet de copier la molécule d'ARN pour en faire plusieurs copies. Parce que l'objectif d'un virus, quand il rentre dans une cellule, c'est tout simplement de faire des copies de lui-même et de ressortir. C'est pas plus compliqué que ça. Okay? Donc, les protéines ont un rôle de protection, mais ils ont également un rôle fonctionnel. Je l'ai mentionné, les protéines de matrice aident à donner la forme au virus. Les polymérases sont impliquées dans la copie du génome. Et on a les protéines de surface ici, les glycoprotéines, qui ont un rôle particulièrement important parce que ce sont ces protéines qui vont permettre au virus de s'attacher à une cellule. Okay? Parce qu'évidemment, si le virus veut rentrer à l'intérieur d'une cellule, il doit tout d'abord avoir un premier contact, il doit être capable de s'ancrer à la surface de la cellule. Et ce sont ces petites protéines ici qui permettent de le faire. Donc, ça reprend un peu ce que j'ai dit. Le virus est un peu différent des autres virus qu'on connaît parce qu'il est fait sur la longueur. Il est assez long, 800 nanomètres, donc c'est 80 nanomètres de largeur par 800 nanomètres de longueur. Juste pour donner une idée, une bactérie qui est quand même un micro-organisme qui n'est pas très gros, donc c'est à peu près 2 à 3 microns, donc à peu près un petit peu plus long que le 800 nanomètres ici. C'est un virus également, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un virus qui possède une enveloppe. Donc, en plus des protéines qu'on a vues, il y a une couche de lipides. Et ça aussi, je vais vous dire comment ça se passe. Donc, une molécule d'ARN à l'intérieur et les 7 protéines. Le cycle de multiplication, ce qu'on appelle le cycle de multiplication, c'est vraiment comment le virus réussit à se multiplier à l'intérieur de la cellule. Première chose qu'il faut savoir, je vous ai parlé des molécules d'ancrage. Alors, sur les cellules, il y a également des molécules qui servent de porte d'entrée, qui servent de site d'attachement pour le virus. On les connaît, ces protéines-là, ici. On les appelle NPC1 et TME, ça importe peu. Il faut juste comprendre que
ces portes d'entrée ne se retrouvent pas sur toutes les cellules. Chez une personne, par exemple, c'est seulement chez certaines cellules spécifiques. Ça veut dire que le virus n'est pas capable de rentrer dans n'importe quelle cellule. Okay? Il doit viser les cellules. Il va s'accrocher seulement à ces cellules qui possèdent à leur surface ces molécules. Le virus va rentrer par un mécanisme que l'on appelle l'endocytose. On ne rentrera pas dans les détails. Et rendu à l'intérieur, les protéines se défont, la molécule d'ARN est libérée, et à ce moment-là, on passe en mode multiplication. Donc, il y a deux choses. On va évidemment faire une bonne quantité, on va faire plusieurs copies de l'ARN, et en plus, on va fabriquer des protéines virales. Tout ça se passe en même temps. Par la suite, il y a des molécules d'assemblage, on l'a vu tantôt, les protéines de la matrice. Ces protéines-là vont venir s'assembler. C'est de l'auto-assemblage. Donc, c'est comme des petits robots, finalement, qui vont s'auto-assembler entre eux autres. Et par la suite, le virus va bourgeonner à la surface de la cellule. Donc, vous savez que la cellule animale est recouverte d'une membrane de lipides. Le virus va partir avec un bout de cette membrane-là. Et c'est ça qui va composer la membrane que l'on retrouve chez le virus. Et évidemment, comme on fait beaucoup de copies du virus, le virus va s'emparer de la machinerie cellulaire pour fabriquer tout ça. Et éventuellement, ça va mener à la lyse, à la mort de la cellule. Il va y avoir une nécrose des cellules. Et c'est ça le problème, en fait. Quand le virus se multiplie à l'intérieur des cellules, les cellules finissent par éclater. Comme c'est un virus qui est très efficace, se multiplie en grande quantité, ça cause des nécroses importantes, des hémorragies importantes, et finalement, les personnes finissent par mourir. Comment le virus se transmet? L'infection primaire, au départ, va se faire par un contact avec un animal infecté, avec une chauve-souris, peu importe. Ça va se faire par l'intermédiaire d'une blessure, par l'intermédiaire des muqueuses, qui sont des portes d'entrée assez sensibles. Ça peut être par les yeux, ça peut être par les lèvres, ça peut être par les autres muqueuses. Mais ça se fait quand même par contact direct. Okay? C'est un virus qui est quand même très fragile comparativement à d'autres virus qu'on connaît. Ce n'est pas un virus qui va résister longtemps à l'intérieur, et ça peut à l'extérieur plutôt, dans l'environnement. Et ça prend un contact direct avec des fluides corporels. Donc, si vous avez le premier contact avec un animal, c'est vraiment en manipulant l'animal qui est mort. Vous êtes en contact avec les fluides biologiques, avec le sang, avec les sécrétions, tout ça. Et là, c'est un premier contact qui va faire en sorte que l'infection va se produire. Donc, ça se fait par l'intermédiaire de liquides biologiques. Ça ne se fait pas par l'air, l'eau ou la nourriture. Donc, ce n'est pas un virus comme le virus du rhume, par exemple, qui se transporte par l'air, qui peut se multiplier, qui peut rentrer par les muqueuses du nez. Alors, dans ce cas-là, ça prend un contact direct. C'est sûr que si une personne est assez proche de vous et vous avez des gouttelettes de salive qui vous arrivent dans les yeux, alors là, il y a possibilité. Mais, en tant que tel, ce n'est pas un virus qui est transmis par l'air, ni par l'eau, ni par la nourriture. Et l'efficacité de transmission est quand même relativement faible. Ça, on a été capable de le déterminer parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient été en contact direct avec des personnes infectées. Et la transmission n'est pas si facile. Donc, on parle de peut-être 20 des cas où les personnes seraient infectées suite à un contact. Donc, c'est relativement faible. Le virus est quand même assez fragile. Par contre, ça prend très peu de virus pour être infecté. On parle de peut-être entre 10 et 100 particules virales. Et on sait que dans les fluides biologiques, il y a beaucoup plus, la concentration de particules virales est beaucoup plus importante. Alors, avec une très faible quantité de virus, il y a possibilité d'avoir infection. Vous l'avez entendu aux nouvelles, peu de risques de transmission en absence de symptômes. Donc, une personne qui n'est pas malade, qui n'a pas de symptômes de fièvre, qui n'a pas de diarrhée, qui n'a pas de vomissement, il n'y a absolument pas de risque de transmission dans ce cadre-là. La contagion est possible tant que le virus est détectable dans le sang et les sécrétions. On est capable de détecter le virus dans le sang et les sécrétions. Et le virus peut persister dans le liquide séminal jusqu'à 3 mois après l'infection. Donc, c'est ce que le CDC, qui est l'agence aux États-Unis qui s'occupe du contrôle des infections, a émis. Donc, c'est sûr que ça reprend essentiellement ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas attraper l'Ebola par l'air, vous ne pouvez pas attraper l'Ebola par l'eau, vous ne pouvez pas attraper l'Ebola par la nourriture. C'est vraiment par un contact direct avec les fluides corporels. Et évidemment, dans la phrase ici, Ebola ne pose aucun risque significatif aux États-Unis ni au Canada d'ailleurs. Les symptômes, alors ces symptômes-là vont apparaître de 2 à 21 jours après l'exposition au virus.
ça varie. Mais après 21 jours, si vous avez été exposé au virus, s'il n'y a pas de symptômes particuliers, à ce moment-là, les risques sont faibles que vous allez développer la maladie. Et essentiellement, fièvre, céphalée, donc maux de tête, faiblesse intense, diarrhée, vomissement, éruption cutanée, hémorragie interne et externe. Et là, je ne vous ai pas montré de photos parce que ce n'est pas très intéressant, surtout sur l'heure du dîner, mais vous pouvez le voir sur Internet, donc c'est quand même assez dramatique. Essentiellement, il y a des tissus qui se liquéfient totalement. Il y a une nécrose, vraiment, les cellules sont détruites en grande quantité, entre autres les cellules des vaisseaux sanguins, et ça va causer des hémorragies importantes. Alors voilà ici les signes et symptômes, on les voit, donc attaque au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau des artères bien sûr, maux de gorge, diarrhée importante et tout ça. Et finalement, peut-être ce qui est à retenir, c'est vraiment les saignements importants, l'hémorragie qui est causée par ce virus-là. Comment on sait qu'une personne est infectée à part des symptômes? Parce que ces symptômes-là, vous allez les retrouver quand même pour passablement de maladies virales. Alors, on est capable de le diagnostiquer. Comment on fait ça? Entre autres, on est capable de détecter directement la présence de virus par une technique qui s'appelle le PCR, qui est une réaction qui permet d'amplifier les génomes. Donc, à partir d'un génome, on en fait plusieurs copies. Et ça, on est capable de le détecter en laboratoire. Donc, ça, c'est probablement la méthode la plus efficace et la plus sensible. On peut également détecter l'apparition d'anticorps, parce que quand vous êtes en contact avec un virus, votre système immunitaire va réagir. Vous allez fabriquer des anticorps. Ces anticorps-là, on est capable de les détecter par différentes techniques. Alors, il y en a une ici qui s'appelle ELISA. Bien sûr, on est capable d'isoler le virus, sauf que ça, vous ne pouvez pas faire ça n'importe où. Il y a quelques laboratoires seulement qui sont capables, qui ont la capacité de le faire, parce que ça prend un environnement très contrôlé. Et cet environnement-là, ces laboratoires-là, il y en a juste un au Canada, qui est à Winnipeg. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça n'importe où. Le suivi également, vous êtes capable de suivre le patient toujours par les mêmes techniques, donc PCR, et vous êtes capable également de détecter le virus chez les patients décédés, soit par PCR ou soit directement en allant examiner la présence de virus dans les tissus par d'autres techniques. Traitement, vous en avez entendu parler également, donc il n'y a pas de vaccin ou de médicament antiviral spécifique approuvé jusqu'à ce jour. Vous savez qu'il y a des vaccins qui ont été développés, qui sont en train d'être testés. On commence à les tester, on recrute des volontaires. Et il n'y a pas de médicament antiviral spécifique approuvé également, mais il y en a qu'on utilise pareil. Et les symptômes, bien sûr, sont traités suite à leur apparition. Alors, dans le cas de diarrhée, dans le cas de vomissement, on est capable de traiter ces symptômes-là de façon spécifique, soit en réhydratant le patient ou soit en donnant des agents anti-nauséeux. Des traitements expérimentaux ont été testés chez les animaux, mais n'ont pas fait l'objet d'études cliniques chez l'humain. Et là, on est en train de commencer à faire ces études cliniques. Les traitements expérimentaux, ici, je vous en présente quelques-uns. Il y a le premier ici qui s'appelle ZIMAP. Alors, ZIMAP, c'est une combinaison de 3 anticorps monoclonaux. Alors, des anticorps monoclonaux, tantôt, je vous ai parlé, quand vous êtes en contact avec un virus, votre système immunitaire va réagir. Vous allez produire, entre autres, des anticorps. Ces anticorps-là, on est capable, dans certains cas, de les préparer en laboratoire. Et c'est ce qu'on a fait ici pour 3 de ces anticorps-là. Et ces anticorps-là, ici, on les prépare chez le tabac. La plante, le tabac, on est capable de préparer des anticorps dans ce cadre-là. Mais cependant, il y a très peu de matériel disponible. Donc, pourquoi utiliser des anticorps? Tout simplement parce qu'on pense que si on donne des anticorps aux patients, l'anticorps va venir recouvrir le virus. Le virus, à ce moment-là, ne sera plus capable de venir s'attacher à des cellules et on vient bloquer de cette façon-là l'attachement du virus aux cellules et on vient bloquer, évidemment, d'autres facettes du développement du virus. D'autres médicaments qui sont en analyse, de petits ARN. Donc, ces petits ARN sont de petites molécules qui sont capables de rentrer à l'intérieur des cellules et de venir se lier spécifiquement au génome du virus et ça va provoquer sa dégradation. Donc, lorsque le virus est à l'intérieur, on fait des copies de son matériel et à ce moment-là, le matériel va être dégradé avant même que la particule virale soit formée et puisse sortir de la cellule. Donc, on vient bloquer la multiplication du virus. Il y a également d'autres molécules qui sont disponibles où on vient inhiber essentiellement la fabrication de l'ARN d'une autre façon ici. Donc, ce sont des analogues de nucléotides.
des médicaments un peu semblables à ce qu'on utilise dans le cadre d'une infection au VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ce que je n'ai pas dit, en fait, puis là j'ouvre une parenthèse, chez tous les virus à ARN, la molécule, la polymérase, qui vient faire des copies du génome ici, fait beaucoup de copies, donc est très performante, mais elle n'est pas très fiable. Elle fait beaucoup d'erreurs. Et c'est vrai pour tous les virus à ARN, c'est aussi vrai dans le cadre d'Ebola. Qu'est-ce que ça fait si la polymérase fait une erreur lorsqu'on vient copier, on vient fabriquer des nouveaux virus? Les nouveaux virus vont être mutés. Et dans bien des cas, ces virus-là vont être non fonctionnels. Donc, 90% des virus dus à ces mutations ne seront pas fonctionnels, ne pourront pas fonctionner. Cependant, dans le 10% qui reste, les virus vont être légèrement différents de la génération précédente et ça va favoriser l'émergence de mutations à l'intérieur de la population virale, ce qui devient avantageux pour le virus parce que ce qu'on veut, dans le fond, on veut éventuellement que le virus échappe au système immunitaire, on veut qu'il réussisse à créer de nouvelles générations de virus et c'est ce qui se passe ici. Okay? Alors, dans le cadre d'Ebola, on s'est rendu compte que oui, ces mutations existaient, cependant, elles ne sont pas aussi fréquentes que pour d'autres virus à ARN. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour bien comprendre un peu les mécanismes sous-jacents à cette observation. Au niveau des vaccins, vous en avez également entendu parler. On a le vaccin ici qui a été préparé justement à l'Agence canadienne de santé publique à Winnipeg. Donc, c'est un vaccin que l'on appelle un vaccin recombinant. On a pris des bouts du génome du virus Ebola, on les a recombinés avec d'autres virus, un virus ici qui s'appelle VSV, parce qu'il y a un peu la même organisation génétique, donc c'est assez facile de le faire dans ce cadre-là. Et on a préparé un virus recombinant qui s'appelle VSV-EBOV1, et c'est ce qu'on va tester. Donc ça, on est capable de le préparer en grande quantité en laboratoire. C'est un virus qui, en théorie, ne pose aucun problème. Donc, VSV ici, ce n'est pas une maladie qui est transmissible chez l'humain. Donc, en théorie, ce virus-là recombinant, on devrait être capable de l'injecter à des personnes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant chez 50 volontaires pour examiner si le vaccin cause des problèmes à la santé des individus. Au départ, on ne veut pas évidemment causer de problèmes. Donc, on veut mesurer et s'assurer de l'innocuité de ce vaccin recombinant. Il y a un autre vaccin qui est également disponible, qui est aussi un vaccin recombinant. Cette fois-ci, c'est avec un autre virus, un adénovirus. Donc, c'est un virus qu'on connaît très bien parce qu'il pousse très bien en laboratoire. Et on a fait la même chose. On a pris des bouts du virus Ebola et on l'a inséré à l'intérieur de ce virus-là, qu'on est capable de faire pousser en grande quantité en laboratoire et qu'on va pouvoir injecter par la suite à des personnes. Encore une fois, ces virus-là ne causent pas de problème chez l'humain. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'épidémie 2014. Donc, c'est la plus importante de l'histoire, bien sûr, principalement en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Quelques cas au Nigeria et au Sénégal, dus vraisemblablement des voyageurs qui provenaient des régions infectées. Et la bonne nouvelle en arrière de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux cas depuis début septembre. Ça veut dire que dans ces pays-là, on était capable de restreindre l'infection à ce qu'elle était au départ. Quelques cas aux États-Unis, bien sûr, vous en avez entendu parler abondamment. Les chiffres qui datent du 24 octobre, donc il y a quelques jours, on a 926 décès sur 1553 cas en Guinée. À Libéria, 2705 décès sur 4665 cas. Sierra Leone, 1281 décès sur 3896, ce qui nous amène à un total de 10 000, un petit peu plus que 10 000 cas et à peu près pas loin de 50 % de mortalité dans ce cadre-là ici. Le nombre de cas double entre 15 et 29 jours au Libéria et à tous les 30 ou 40 jours au Sierra Leone et en Guinée. Donc, c'est sûr que sans effort supplémentaire, il pourrait y avoir plus de 500 000 cas à la mi-janvier. Et si on tient compte des cas non rapportés, ça pourrait même aller jusqu'à 1,4 million de cas. Évidemment, plus on attend pour régler le problème à la source, plus les coûts seront élevés et plus on a des chances d'avoir des cas ici en Amérique du Nord et en Europe. Les courbes de tendance, ici, il y a différentes techniques. Vous savez, en modélisation, on peut utiliser différentes techniques. Donc, on voit ici les prédictions. On est présentement à la semaine 43
Donc, d'après cette prédiction-là, on est aux alentours de 10 000 cas, donc le modèle semble assez correct. Il y a des cas ici, dépendant des prédictions, ça peut être un peu plus faible ou ça peut être un peu plus élevé. Alors, dans le cas du numéro 4, ici, c'est le CDC, qui a tenu compte dans son modèle des cas non répertoriés. Donc, le nombre de cas est beaucoup plus important dans ce cadre-là. Chose certaine, aux alentours de janvier, ici, on devrait être pas loin de 50 à 100 000 cas. La bonne nouvelle en arrière de tout ça, puis je disais les nouvelles ce matin, il semble qu'au Libéria, parce qu'on a ouvert beaucoup de cliniques au Libéria, enfin, plus de cliniques au Libéria, et beaucoup de ces cliniques sont maintenant à moitié vides. Donc, soit que le nombre de cas diminue, ou soit que les patients ne se présentent pas tout simplement à l'hôpital par crainte, par toutes sortes de craintes ici. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça peut être une bonne nouvelle ou ça peut être une nouvelle inquiétante. Alors, c'est la carte ici en Afrique de l'Ouest, vous voyez, concentrée surtout autour des grandes villes. Et peut-être que dans ce cadre-là, c'est ça qui a été le problème. Les épidémies précédentes, souvent, c'était dans des zones un peu plus reculées, des zones un peu plus éloignées des grands centres, et ça restait confiné dans ces endroits-là. Aujourd'hui, les premiers cas ici, ça s'est répandu au niveau des villes importantes, et c'est un peu là qu'on a perdu le contrôle au départ, et on n'a pas pu enrayer l'infection dès le début. Okay? Mais s'il y a un réservoir dans la nature, vous comprendrez que le virus est toujours présent. On ne réussira pas, même s'il n'y a plus de cas chez l'humain, ça ne veut pas dire que le virus ne va pas revenir à un de ces moments donnés. Je vous présente ici l'histoire du premier cas aux États-Unis. Vous vous rappelez, M. Duncan. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de mettre en parallèle le système de santé en Afrique de l'Ouest, au Libéria, et le système de santé aux États-Unis, et comment on peut arriver ici à contrôler l'évolution de l'épidémie, alors qu'au Libéria, c'est beaucoup plus difficile. Alors, M. Duncan, ici, travaillait pour une compagnie, l'équivalent de Federal Express, Shipping Company, et il restait ici dans un immeuble appartement, et à un certain moment donné, la fille du propriétaire ou la fille du concierge lui a demandé, avait besoin d'un coup de main pour aller à l'hôpital parce qu'elle était malade. Alors, M. Duncan, il a dit pas de problème, il est parti avec elle, il l'a emmenée à l'hôpital. L'hôpital était plein, on l'a renvoyée chez eux, et elle est morte quelques heures après. À partir de ce moment-là, M. Duncan est parti, et on voit la suite ici. Donc, il a pris l'avion, il n'était pas malade, pas de fièvre, tout allait bien. Donc, il est parti ici du Libéria, s'est en allé, a pris l'avion jusqu'en Belgique, pris l'avion à Washington, pris l'avion jusqu'à Dallas. Quelques jours plus tard, et on voit les détails ici, M. Duncan est parti de chez eux ici, son appartement ici, et s'est en allé à l'hôpital, et on lui a posé des questions au triage. Et là, on a déjà mis un point d'interrogation parce qu'on savait qu'il provenait d'un pays d'Afrique de l'Ouest où est-ce qu'il y avait des cas d'Ebola. Cependant, la communication entre le triage et entre le médecin s'est mal faite, de telle sorte que le médecin, quand il a vu M. Duncan, il a tout simplement retourné chez eux. Et donc, ça a été un premier problème. Okay? À partir de ça, M. Duncan est retourné chez eux. Quelques jours plus tard, il a appelé l'ambulance parce qu'il était encore malade. Et là, il est retourné à l'hôpital. Et là, on a vraiment diagnostiqué un cas d'Ebola. Et c'est là qu'on a fait attention. Donc, oui, le système de santé ici est quand même beaucoup plus performant que dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il y a possibilité de dérapage aussi. Et c'est ce qui est arrivé. Cependant, la suite est quand même assez intéressante. Donc, vous n'avez pas besoin de lire ça ici. Je vous l'ai juste tracé, juste pour vous donner une idée. On était capable de suivre toutes les personnes qui ont été en contact direct ou indirect avec M. Duncan. Ces personnes-là, dans certains cas, on les a suivies. On a pris leur température, on a mesuré la présence de virus par PCR et on était capable de déterminer qu'après 21 jours, on était capable de dire à au moins 43 personnes sur 48 qu'elles étaient libérées, qu'elles n'étaient pas malades, qu'il n'y avait pas possibilité de développement de la maladie. On a été plus loin, bien sûr. On a fait d'autres suivis. Il y a également les deux infirmières ici qui ont été impliquées, qui ont traité M. Duncan. Et c'est toujours un problème pour le personnel soignant parce que les autres sont en contact direct, évidemment, avec les fluides corporels. On fait des procédures qui sont assez difficiles, comme intubation, etc., qui causent des saignements, tout ça. Et malgré que ces personnes-là sont habillées en conséquence,
Ce n'est pas nécessairement facile de travailler dans ces conditions-là, de telle sorte que dans ce cadre-là, il y a 2 personnes ici qui ont développé la maladie. Ces personnes-là, vous en avez entendu parler, il y en a une qui a voyagé un peu à travers le pays, mais on a été capable de suivre à peu près tout le monde qui ont été en contact, même les personnes qui ont pris l'avion après que l'infirmière, dans les vols subséquents. Donc, on a été capable de suivre tout ce monde-là, et maintenant, ça semble sous contrôle. Donc, oui, on a un système bien organisé. Oui, normalement, on devrait être capable de contrôler les infections. Cependant, il y a toujours des dérapages possibles. Donc, il faut utiliser les bonnes techniques. En parlant de bonnes techniques, ici, c'est juste pour vous donner un cas. On ne voit pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. Les enfants de M. Duncan étaient à l'hôpital, donc ils étaient en contact avec des enfants, pas à l'hôpital, mais dans les écoles. Et là, dans les écoles, malgré que le virus n'est pas très résistant, je vous l'ai déjà mentionné, on a décidé de faire le nettoyage complet des écoles et on a même fourni des combinaisons spéciales aux concierges ici qui devaient nettoyer. Et bien sûr, on a pris des vidéos, tout ça, parce que, du point de vue médiatique, c'est quand même très intéressant. Cependant, si vous remarquez ici, le concierge a roulé ses manches. Donc, si vous le faites, faites-le comme il faut. C'est peut-être pas la bonne façon de le faire. OK? Maintenant, on est rendu là aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On est en train de parler aux États-Unis de Fairbola. Hein, on a la crainte du virus Ebola qui finalement pourrait éventuellement causer passablement de dommages et qui est quasiment une maladie virale en tant que telle parce que ces informations-là circulent. Aux États-Unis, d'après un sondage, il y a 50% des Américains, et c'est probablement le même nombre ici au Canada, qui pensent qu'ils sont à risque, alors que ce n'est pas le cas du tout. Si vous n'êtes pas en contact avec une personne, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas été en Afrique de l'Ouest, je pense que les personnes en Afrique de l'Ouest peuvent être à risque, mais ici, les chances sont à peu près nulles. Donc, il faut essayer d'éviter de tomber dans cette paranoïa, d'où l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des questions spécifiques sur le futur de la maladie. Oui, question? OK, donc la question, c'est qu'est-ce qui rend infectable lorsque le virus est soit chez la chauve-souris, soit chez l'animal. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'un réservoir parce que le virus n'est pas créé à partir de nulle part. Le virus est présent dans la nature. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait probablement un premier contact entre la chauve-souris, soit directement avec l'humain, si l'animal est consommé directement, ou soit par l'intermédiaire d'antilopes ou de gorilles, ou peu importe, les animaux de brousse, par exemple. Et là, soit que la chauve-souris vienne être soit en contact directement avec ces animaux-là, soit par morsure, soit par un autre contact. Donc, c'est vraiment la façon dont le virus se propage au départ. Et par la suite, ça va se rendre jusque chez l'humain. Alors, la question, c'est est-ce que ceux qui guérissent sont immunisés? La réponse est oui, puis j'aurais dû le préciser parce que dans certains cas, on est capable d'utiliser le plasma ou le sang des personnes qui ont été infectées, qui sont remis, pour utiliser comme traitement. Parce qu'on pense qu'à l'intérieur de ce plasma, ou à l'intérieur de ce sang-là, il y a des anticorps qui viennent protéger. Donc oui, l'immunité semble bonne. Ce qu'on ne sait pas, c'est la durée de l'immunité. Vous savez, quand on reçoit un vaccin, il y a certains vaccins qui fonctionnent pour la vie, il y en a d'autres qui fonctionnent seulement pour quelques années. Et ça va prendre des analyses ultérieures là, pour vraiment bien comprendre combien de temps l'immunité dure. OK, la question, si vous l'avez entendu, c'est comment se fait que certaines personnes survivent? Il y a différentes réponses à ça. Évidemment, quand les personnes sont traitées adéquatement, surtout pour les symptômes, entre autres pour les vomissements, pour les diarrhées intenses, donc juste de traiter ces différents aspects-là, ça aide à la guérison des personnes. Deuxièmement, chez tous les virus, il y a toujours des personnes qui vont survivre. Il n'y a jamais un virus qui va tuer 100% de la population. Puis ça, évidemment, il y a une rationale en arrière, je l'ai mentionné. Si le virus tue complètement tous les autres, finalement, c'est un cul-de-sac pour le virus. Donc, il y a toujours certaines personnes qui sont plus résistantes. On peut penser que certaines composantes de leur système immunitaire sont plus adaptées à ces virus-là. On sait qu'on ne répond pas tous de la même façon pour les différents virus, dépendant de nos gènes, tout ça. Donc, ça dépend du système immunitaire de chacun. Madame? OK. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des risques en Afrique du Sud? Le cas que je vous ai présenté sur la carte, évidemment, c'est passé, ce n'est pas présentement. Présentement, il n'y a aucun cas de déclaré en Afrique du Sud. À mon avis, il n'y en a pas. Je ne pense pas que parce qu'ils n'ont pas été déclarés, tout simplement, il n'y en a pas. L'Afrique étant un grand continent, je pense qu'il n'y a pas eu de contact direct.
Moi, j'aurais aucun risque à aller en Afrique du Sud, en tout cas. Puis les chances sont à peu près nulles. Tant qu'il n'y a pas personne qui a des symptômes là-bas, puis au retour aussi, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Là. Donc, je ne serais vraiment pas inquiet, puis je m'amuserais vraiment. Il y avait une question juste ici avant, Colette. Oui. OK, donc là, il faut distinguer. La question, c'est est-ce que la viande de brousse peut... Donc, j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de contamination par la nourriture, mais d'un autre côté, si vous consommez la viande de brousse d'un animal contaminé, pas cuit, mais je pense que c'est surtout lors de la manipulation de l'animal qui est le problème, là, parce que si vous faites cuire, c'est un virus qui est très fragile et il va être détruit automatiquement par la chaleur. Donc ça, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Oui, alors la question, c'est est-ce que, a posteriori, on peut voir d'autres maladies qui étaient là avant puis qui sont devenues plus problématiques et est-ce qu'on peut prévenir ou moins problématiques? Avec les changements climatiques et avec les systèmes écologiques qui sont en constante évolution, c'est sûr qu'on va voir apparaître de nouveaux virus, surtout ici en Amérique du Nord. Puis on a vu apparaître au cours des dernières années le virus du Nil occidental, entre autres, qui n'était pas présent en Amérique du Nord, qui est maintenant présent. Tout simplement parce que dans le cadre du virus du Nil occidental, la multiplication du virus a lieu, entre autres, chez les moustiques, chez certains moustiques qu'on ne retrouvait pas au Québec à cette époque-là, qu'on retrouve maintenant au Québec parce que la situation climatique le permet. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de virus qui vont être présents éventuellement dus au changement climatique. Donc, est-ce qu'on peut prédire? C'est assez difficile de le prédire présentement. Alors, la question, c'est pourquoi on n'a pas de vaccin? Est-ce que c'est parce qu'il était difficile à faire ou parce qu'il n'y avait pas d'intérêt économique? La réponse, peut-être un peu des deux. Mais certainement, il n'y avait pas d'intérêt économique parce que si on compare le taux de mortalité avec Ebola, donc au cours depuis 1976, le nombre de personnes décédées suite à Ebola est quand même relativement faible. Si on compare, entre autres, à la malaria, on parle de 500 000 morts par année. Hein? Donc ça, c'est drôlement important. À la rougeole, un virus pour lequel on a un vaccin, il y a quand même 120 000 décès à chaque année en Afrique dus à la rougeole. Donc, c'est sûr qu'on commence par focuser sur ces maladies et par la suite, mais là ça devient assez important d'avoir un vaccin. Mais c'est un peu des deux. Et un autre exemple, influenza, par exemple. Quand on parlait de Fairbola ici, là, aux États-Unis, l'année passée, il y a eu 10 000 décès causés par le virus influenza. Et je ne pense pas que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner vont aller se faire vacciner cette année, malgré qu'il y a eu 10 000 décès par influenza. Et il y a quand même une crainte au niveau d'Ebola. Donc, il faut vraiment mettre les choses en perspective. Il y a eu des problèmes tous les ans. Il y a eu des problèmes de choléra. C'est des problèmes de santé publique, donc ils peuvent être relativement bien contrôlés dû à des actions qui sont prises au niveau de l'eau, entre autres, au niveau de l'eau potable. Donc là, il n'y a pas de lien nécessairement, mais c'est sûr que le fait d'avoir autant de personnes affectées au Libéria, ça va influencer tous les volets de la société. Et là, je ne sais pas comment ça va se traduire par la suite. OK, donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser sous forme préventive l'utilisation de sang ou de plasma de personnes qui ont été contaminées et qui ont guéri? Évidemment, ce qu'on ne sait pas, ça va être la persistance des anticorps qu'on va donner à un individu. Donc, habituellement, on peut pas par exemple, on vous donnerait du plasma d'une personne et peut-être que l'immunité va durer seulement quelques jours. Donc, dans ce sens-là, ce ne serait pas une bonne façon de prévenir. Contrairement à un vaccin, quand on donne, là, c'est vraiment une immunité à long terme. Alors, la question, c'est est-ce que si une mouche pique une personne ou un animal contaminé et il va piquer un humain après, est-ce qu'il y a risque de transmission? La réponse est probablement non, parce que quand un moustique va piquer, s'il n'y a pas réplication du virus à l'intérieur du moustique, puis on sait qu'Ebola ne va pas se répliquer à l'intérieur du moustique, à ce moment-là, la concentration est à peu près nulle et les chances de transmission n'existent pratiquement pas. Oui, alors la difficulté, vraiment, c'est d'étudier la virulence. On sait qu'on peut l'étudier de façon épidémiologique, mais présentement, comme c'est des virus qui poussent on peut travailler seulement en confinement sérieux, là, vraiment en confinement 4, ça devient très difficile et on n'a pas ces informations-là, finalement, parce que probablement qu'il n'y a pas assez de monde qui ont travaillé là-dessus. Donc, il nous manque beaucoup d'informations au niveau du fonctionnement du virus d'un point de vue fondamental pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que l'épidémie va avancer, on va avoir plus d'indices et ça va être possible de tirer ces conclusions. Alors, la question, c'est est-ce qu'on sait pourquoi la chauve-souris n'est pas affectée? On n'a pas la réponse.
Encore une fois, ça va prendre plus d'études pour essayer de comprendre les cibles cellulaires. Donc, quelles cellules sont la cible du virus au niveau des chauves-souris comparé avec ce qui se passe au niveau de l'homme. Et ce que je vous ai présenté ici, bien sûr, c'est quand je vous ai parlé du cycle de multiplication, c'était vraiment simplifié. On sait qu'à l'intérieur de la cellule, les protéines virales vont interagir avec les protéines cellulaires. Donc, on a vraiment besoin de bien comprendre tout ce qui se passe à ce niveau-là pour pouvoir répondre à ces questions-là. Alors, le temps de survie, si on veut, avant la guérison, je n'ai pas les chiffres, mais on parlerait probablement de quelques semaines là, avant la guérison. Et le décès, ça va dépendre des personnes, mais habituellement, ça survient assez rapidement. Donc, on a une période, vous l'avez vu, une période d'incubation qui peut durer de 2 à 21 jours. Dans certains cas, c'est très rapide. Mais une fois que les symptômes sont déclarés, habituellement, en l'espace d'une semaine, là, la personne peut décéder. Alors, on a commencé à regarder un peu ce qui se passe à ce niveau-là et on pense que c'est vraiment au niveau des traitements qu'on donne de support. Il semblerait que, et ça explique aussi pourquoi on a contrôlé au Nigeria, au Sénégal également. Donc, il semble que les thérapies supportives, là, vraiment pour aider, semblent être mieux adaptées dans ce cadre-là. Là. Mais je n'ai pas d'autres réponses à donner. Hein. Alors, merci de ton intervention. Je pense qu'elle est tout à fait justifiée et c'est un cas classique. Hein, tant que ça ne touche pas directement, c'est ailleurs. Mais là, on commence à se rendre compte que si on n'a pas une action directe en Afrique de l'Ouest, finalement, ça va toucher tout le monde. Donc, il faut agir rapidement. C'est un problème d'argent. En bout de ligne, ça devient un problème d'argent. Le montant moyen qu'on met au niveau du système de santé au Libéria, c'est peut-être entre 30 et 50 $ par personne par année. Ici, au Canada, aux États-Unis, on parle d'entre 5 000 et 7 000 $ par personne par année. Donc, on voit que ce ne sont pas les mêmes moyens. Il y a des centres de soins qui ont été mis sur pied là-bas, au Libéria, entre autres. Et c'est là que je mentionnais qu'on est un peu surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait plus de monde qui allait visiter ces centres-là. On ne sait pas exactement pourquoi ils ne sont pas visités. Mais c'est sûr qu'il y a des efforts, puis tu l'as mentionné, au niveau du matériel jetable, au niveau de tout ça, c'est vraiment la clé. On sait comment contrôler cette infection-là, c'est tout simplement en isolant le patient, en se protégeant contre les fluides biologiques. Et finalement, c'est assez simple, mais ça prend les moyens pour pouvoir y arriver. OK, donc la question, c'est, on a vu apparaître au départ, dans les années 70, milieu des années 70, le virus pour la première fois, plus en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est plus au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le virus était probablement là également en Afrique de l'Ouest, sauf que oui, il y a un problème. On parle de déforestation, entre autres. Pour les animaux, c'est beaucoup plus facile de passer d'un point A au point B quand il y a eu déforestation. Et ça va faciliter le transport des virus qui vont suivre éventuellement. Là. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs souches. Donc, les souches qu'il y avait au départ, République démocratique du Congo, ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on a en Afrique de l'Ouest. Il y a différentes souches. Et probablement qu'il y a une coévolution de toutes ces souches-là à travers tout ça. Vous avez une deuxième question? Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a 2 types d'Ebola? Il y a 5 différentes souches. Donc, ce sont des souches qui sont évidemment apparentées. Ils font tous partie de la même famille des Filoviridés, du sous-groupe Ebola, mais ils sont quand même assez différents. Donc, c'est possible qu'effectivement, les souches soient différentes et que la virulence soit un petit peu différente également. Alors, la question est pourquoi ce virus-là ne va pas se développer chez les moustiques? Il y a plusieurs réponses. Si on retourne à ce que je vous ai présenté, on a besoin d'un récepteur spécifique pour permettre l'attachement du virus. S'il n'y a pas de récepteur chez le moustique, alors le virus ne va pas pouvoir entrer dans le moustique, ne va pas pouvoir dans les cellules du moustique, ne va pas pouvoir se multiplier. Donc ça, c'est une explication. Il y en a d'autres. On a besoin il faut vraiment qu'il y ait compatibilité entre le virus et la cellule pour pouvoir qu'il y ait multiplication. OK, donc la question, si vous l'avez entendu, c'est est-ce que le virus pourrait muter pour devenir transmissible par l'air? Si on jette un coup d'œil d'un point de vue historique chez tous les virus qu'on connaît, il n'y a aucun virus qui a muté pour changer de mode de transmission jusqu'à maintenant. Okay? Tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, il n'y a pas de virus qui a muté assez pour changer sa façon de se transmettre. Donc, je dirais que les chances sont faibles dans ce cadre-là. C'est bon? Alors, merci beaucoup. Merci.